vous êtes en train d'entendre le chant de la plante. D'accord. Voilà. Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, qu'est-ce qu'on cherche dans le vin, comment on le goûte. Il a du nez, hein. Wine Woman Show. Ok Stéphane, est-ce que tu sais qui on va rencontrer aujourd'hui? Ah ok, aujourd'hui tu me testes. Oui. Très bien. Eh bien oui, on va rencontrer Virginie, Cicéron d'Angeard, Bien. du château de Cassagne. Exactement, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ok, écoute, elle s'est installée avec Marc, son compagnon. Ils ont D'accord. 2 hectares de vignes au Médoc. Ok, super. Tu veux savoir autre chose? Bah, il me semble qu'ils ont une petite particularité, non? Eh oui, ils sont néo-vignerons et néo-bédoquins. Donc là, c'est vraiment un vent de fraîcheur, on va découvrir tout ça avec eux. Bah c'est parti alors. Allez, direction Saint-Sauveur. Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode très spécial du Wine Woman Show, puisqu'on va à la rencontre d'une personne qui a vécu des expériences de vie extraordinaires, mais qui, paradoxalement, connaît assez peu le Médoc et le métier de vigneron parce qu'elle est en pleine découverte. Cette personne, c'est Virginie Cicéron d'Angeard. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphane. Merci de nous recevoir. Merci à toi. Bon, tu vas pouvoir nous apporter donc un regard très frais sur cette aventure médocaine que tu vis avec Marc, ton compagnon. Absolument. Et je pense que c'est un vrai apport pour ce podcast et je te remercie déjà pour ça. Merci Stéphane pour ton invitation. C'est parti? Allons-y. Allez, Born to be Wine. Virginie, est-ce que tu pourrais nous retracer un peu ce qui t'a amené à devenir vigneronne? Oui, absolument. En fait, je suis en cours de 3e reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant 10 ans sur les marchés financiers chez Standard & Poor's. Puis à la suite de quoi, je suis allée poursuivre un projet personnel au Vietnam pendant 10 ans également. Et j'ai rencontré Marc par la suite. Nous sommes tombés dans le high-tech et on est tombé amoureux notamment d'une technologie en fait applicable aux plantes. Et on s'est dit que la meilleure façon de la développer et de la connaître davantage, c'était d'avoir notre propre lieu et de l'implanter chez nous. Donc c'est la technologie qui t'a amené à l'agriculture. C'est beau comme démarche, là. C'est assez inhabituel. Ouais. Alors en fait, moi j'avais déjà cette expérience de 10 ans hein, dans le Vietnam, dans les plantes. J'avais été, voilà, absolument. Donc j'avais été pas mal dégrossie déjà. Il faut passer en fait d'un bureau à un champ. ça a déjà été fait. Et c'est l'apport de Marc en fait et toute sa vision technologique qui nous a amené petit à petit à cheminer vers l'idée de prendre un vignoble et d'implémenter en fait ces techniques chez nous. D'accord. Donc on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Là, pour l'instant, tu peux me dire pourquoi tu as choisi le Bordelais? Oui, absolument. Mais en fait, on a découvert cette technologie quand on habitait en Bretagne, dans le Finistère. Et Marc était sur le point de vendre sa société, en fait, sa start-up. Donc l'idée pour nous, c'était de trouver un nouveau projet entrepreneurial. Et on a appris en fait que la technologie qui nous intéressait était déjà installée dans des vignobles un petit peu partout en France. Donc on a décidé de faire un tour de France pour aller voir sur place ce qui se passait. Et de fil en aiguille, moi j'ai eu le goût de la terre qui est revenu, du travail de la terre. J'ai vu tellement de similitudes entre le vin et le café que j'ai pas pu m'empêcher de ressentir de nouveau cette envie de remettre les mains dans la terre. Et restait le choix de la localisation parce que manifestement en Bretagne c'était pas tout à fait pertinent pour le faire, en tout cas trop précurseur, on va dire ça comme ça. Oui, malheureusement on voit que du vin commence à se faire en Bretagne avec le réchauffement climatique. Enfin je dis malheureusement parce que c'est dû au réchauffement climatique, mais c'est vrai que c'est pas une terre de vin quand même à la base, quoi. Pas encore. Donc voilà, donc nous on s'est trouvé face à un choix, choisir une région, un lieu, etc. Et c'était très intéressant parce que le Bordelais, tout le monde nous en parlait de façon très stricte, classique, etc. Et on a quand même eu le désir d'aller voir ce qui se passait. Et on est tombé amoureux de la région. Donc on a commencé notre tour dans l'entre-deux-mers. Et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, on a en fait découvert le Médoc. Et voilà, l'année dernière, on a décidé de s'installer ici. Par rapport à Bordeaux, tu me disais que, on en avait discuté, que c'est aussi ce tissu existant qui t'avait attiré. Oui, en fait, un des critères principaux pour nous, c'était en fait d'avoir un écosystème qui soit performant et qui soit surtout accueillant pour des novices comme nous, hein, puisqu'on est complètement nouveaux vignerons. Donc, c'était important de pouvoir reposer sur des bases solides.
pour pouvoir mener à bien notre projet. Et ce qu'on a trouvé fantastique ici, c'était la qualité de l'écosystème. Marc et moi, on est très habitués à l'environnement de start-up, d'incubateur. Nous étions à la station F à Paris, de Xavier Niels. Ça nous a beaucoup... On sait ce que c'est que de travailler dans un mode start-up hors de ces environnements. C'est tout de suite très compliqué. En plus, il y a beaucoup de gens qui confondent incubateur avec location de bureau. Donc, on était très vigilants à ce point. Et ici, on a été vraiment tout de suite séduits parce que finalement, on a l'impression de travailler en fait dans un incubateur vraiment intégré, en mode écosystème naturel de travail, ce qui nous a beaucoup plu. Ça m'a un peu ouvert les yeux quand tu m'en as parlé justement. C'est vrai qu'à Bordeaux, tous les métiers liés à la vigne, toutes les expérimentations, enfin, il se passe tellement de choses et Oui. quand on baigne dedans, on n'y réfléchit pas à tout ça. Mais quand tu me l'as dit, j'ai dit oui, c'est vrai qu'en fait, Non, mais c'est impressionnant. Il y a une vraie puissance de frappe ici dans la mesure où, en tant qu'entrepreneur, déjà, on dispose de tout. Tous les corps de métier qui sont en lien avec notre activité sont ici. Et sans parler du cadre, vraiment, c'est majestueux. C'est magique d'avoir un terroir comme ça. Moi, je suis toujours émerveillée de voir la qualité de la terre. On a de l'eau en abondance. C'est extraordinaire. Il y a encore quelques jours, on est très sensible au développement durable avec Marc et à l'eau. Il y a quelques jours, on regardait un reportage d'un monsieur en Inde, à New Delhi, qui récupérait de l'eau de pluie de son toit, qui faisait filtrer pour occuper dans sa maison, etc. etc. Moi, je tourne le robinet, j'ai un puits dans mon jardin, un forage, c'est en abondance, comme tout le monde dans le Médoc. C'est vraiment extraordinaire. c'est vrai, on ne s'en rend pas compte, mais ça l'est, c'est vrai. Oui, J'ai vraiment. d'autres régions qui souffrent beaucoup du manque d'eau, ne serait-ce déjà d'autres vignobles déjà. Je le vois avec des amis qui souffrent vraiment de ça. Là, on a la chance de ne pas souffrir de ça. Mais en fait, ici. c'est une région extrêmement résiliente. Donc, elle a déjà un acquis. Entre guillemets, les fondamentaux sont déjà là, sont déjà vraiment ancrés, solides. Et elle a des atouts qui feront vraiment la différence dans les années qui viennent avec tous les changements qui existent, c'est sûr. Donc, tu arrives dans le Médoc et tu choisis le château de Cassana. Absolument. Donc, tu as 2 hectares, c'est ça? Oui, absolument. L'idée pour nous, c'était justement de dimensionner correctement le projet par rapport à notre désir, à notre capacité, à là où nous en étions, quitte à monter en puissance par ailleurs. On est tombé totalement sous le charme en fait de cette propriété, parce qu'elle combinait à la fois en fait 2 hectares de vignes, une maison de résidence, un petit gîte d'accueil et puis un chai. Ce qui était quand même, de façon assez paradoxale, inhabituel dans le monde de la vigne, dans la mesure où actuellement, en fait, du fait de la crise, beaucoup de gens souhaitent vendre leurs vignes, mais gardent les maisons. Ce qui fait que quand on vient de l'extérieur, c'est très difficile de s'installer, en fait. De trouver l'ensemble, tu Absolument. les vignes, mais pas forcément le Voilà, chai qui va avec c'est ou la ça. maison qui va avec. Ok. Et du coup, ouais, tu as un petit gîte, donc j'imagine que à terme, l'idée c'est aussi d'accueillir à la propriété. Oui, à Ça. terme, quand on aura fini les travaux et Faut bien comprendre que c'est vraiment en cours d'installation, au fait que vous êtes obligé et d'apprendre un métier et de prendre en main tout un domaine. Et voilà, ils ont mettre à jour la gîte. Oui, c'est Voilà, incroyable. Stéphane, tout le travail. tu as Ouais. absolument capté l'essence de notre situation. En ce moment, on apprend tout, surtout, Ouais. tout le temps. Donc, alors, on se fait mordre un petit peu de partout, par la vigne, par le chai, voilà, mais on apprend. Donc, et on a des petites pauses. Donc, quand on a des pauses, on s'occupe du gîte pour un petit peu, pour le rénover, le remettre à notre goût. En tout cas, donc, on est au cœur de la forêt à Saint-Sauveur, là. Oui. C'est vrai que le cadre est incroyable, les oiseaux, et puis on est vraiment au cœur de la nature, quoi. Je comprends pourquoi ça vous a touché au cœur, ce lieu, quoi. Oui, en fait, c'est comme tout le Médoc, c'est-à-dire que c'est un charme indéfinissable. Il n'y a pas bon, à part des lieux quand même très, très particuliers, vraiment très impressionnants, mais en fait, tout est dans la subtilité du charme, de l'environnement. Tu vois, tu entends les oiseaux, là, par exemple, c'est incroyable. Nous, on a un nombre d'oiseaux chez nous qui est absolument phénoménal. J'ai jamais vu ça avant. Enfin, si, je l'avais vu, mais sous les tropiques. Je ne savais pas que ça existait en France, pour être exact. Et c'est un environnement qui est à la fois très paisible, très simple, et en même temps, on est à 1 heure de Bordeaux, donc on est complètement connecté au reste du monde, entre guillemets, tout en étant sur notre presqu'île, tranquille, bien installé dans la nature. Bon, est-ce que tu peux nous dire un peu comment on devient vigneron? Alors, je parle là vraiment juridiquement, techniquement. C'est quoi le parcours? Ça peut être intéressant de se rendre compte que ça se fait pas peut-être en quelques heures, quoi. Eh ben, oui et non, en Ouais. réalité. C'est ça qui est très intéressant, parce que
Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on a vraiment envie de pouvoir partager avec d'autres gens de nos âges. En fait, on est ce qu'on appelle des 50 plus, hein, des 50 plus. Et globalement, en France, quand on a de l'énergie, qu'on a envie de faire des choses et qu'on a plus de 50 ans, c'est-à-dire qu'on est en dehors de la norme 20 ans, 25 ans, 40 ans, où en gros, ça c'est l'âge où on peut faire plein de trucs en entreprise et puis tout d'un coup, on se fait éjecter ou sortir ou gentiment mettre au placard. Ben, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on fait pour se former? Comment est-ce qu'on reprend les choses en main là où nous en sommes? Et surtout quand on ne connaît pas du tout un domaine. Et on a tous les deux un fort goût pour l'éducation, apprendre. C'est vraiment un de nos moteurs, pour Marc comme pour moi. Et donc, nous, on est arrivé un petit peu la fleur au fusil, en mode, on a fait des startups, ça sera une startup de plus, dans le sens de, voilà, la mise en place du projet, etc. Après, bien sûr, il y a l'aspect opérationnel, mais on n'était pas très inquiets. Et là, tout le monde nous a dit, oh là là, mais vous allez dans l'agriculture, mais vous savez, c'est très réglementé. Ah bon, d'accord. Et puis, vous allez faire quoi? On va faire du vin. Oh, alors là, on commençait à perdre l'expert comptable qu'on lui a demandé de nous donner les normes, les contraintes, etc. Et dans le Bordelais, alors là, c'était fini, quoi. Lui, il s'est carrément déclaré incompétent. Ah oui. Et donc, nous a dit, bonne chance, les gars, quoi. Il est en Bretagne, là, c'est ça? Oui. Ouais. Bon. Alors, du coup, on est parti, vraiment, on s'est dit, de toute façon, la meilleure façon d'agir, c'était d'être sur le terrain. Donc, on a pris nos chats sous les bras, on est parti en Airbnb, et puis on s'est dit, voilà, on va essayer de faire avancer aussi bien la partie administrative que la partie en fait opérationnelle, projet, etc. Donc la partie projet opérationnel, évidemment, elle consistait à aller sur le terrain et travailler. Donc on a fait notre propre compagnonnage perso sur mesure, où on a commencé direct par faire de la taille. La taille, pourquoi? Parce que, comme tout le monde sait, c'est vraiment un test qui est une présélection quand même assez sérieuse par rapport au travail de vigneron, parce que c'est intense, physiquement c'est dur, et puis voilà, ça demande beaucoup de résilience. Donc on s'est dit, si on passe la taille et qu'on est toujours content et qu'on a toujours envie de faire de la vigne, c'est plutôt bon signe. Donc on est parti sur 4 hectares de taille avec Marc. Bon, pas trop de bobos, ni mal au dos, ni rien, toujours enjoué, content. Après, c'est bon, la taille a quand même un impact assez important sur le vin derrière. Tu as pu trouver facilement un vigneron comme ça, de personnes qui veulent apprendre la taille et qui connaissent ça et qui vont tailler ses vignes. Ça a été, tu as pu le trouver En fait, on a trouvé en fait un château qui s'appelle Château de la Blancherie à la Brède, qui a accepté de nous accueillir. On a trouvé le contrat qu'il fallait. Vous savez, en France, il faut un petit peu, il faut très cadrer les choses, donc il faut vraiment chercher. Il faut lire les petits alinéas pour savoir où s'adresser, mais au final, on l'a trouvé. Et ils nous ont donné l'opportunité de pouvoir faire la taille avec eux, donc avec Florent et Bastien. Et donc direct, on a plongé dans le bain. Donc c'est ce qui vraiment a été un déclic pour nous. Ce qui a présidé à notre itinéraire, vraiment, c'est l'intuition, le contact et les rencontres. Vraiment. Et j'allais dire, malgré l'administration, parce que ça, c'est le deuxième volet que je n'ai pas encore abordé. Voilà, là, tout d'un coup, on est dans d'autres normes, etc. Et en fait, on s'est énormément appuyé sur la Chambre d'agriculture. Et là, encore, grande surprise pour nous. Nous, on regardait un petit peu tout ce qui était administratif un petit peu de loin par rapport à nos parcours respectifs précédents. Et là, l'idée est venue de se dire pourquoi pas alors demander des questions, poser des questions, etc. On a trouvé des équipes super compétentes, pointues, disponibles et bienveillantes. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus pour commencer, quoi? Très vite, en fait, on a découvert qu'il y avait un parcours qui était, j'allais dire presque un parcours fléché pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs. Donc, ça a été vraiment extrêmement bénéfique pour nous parce que c'était sous forme modulaire, donc très flexible. En plus, ça nous a mis dans le bain parce qu'on a été directement mis en fait en situation sur les questions en fait de la MSA, sur les questions réglementaires. Enfin, tout a été abordé de façon suffisante et claire pour nous permettre en fait d'avoir les bons repères justement sur toute la partie technique et administrative en fait, parce que ça l'est vraiment. Et puis en même temps, ça a beaucoup alimenté notre motivation parce que très clairement, on était un peu les deux dinosaures de chaque promo, ça, de façon claire et nette. Mais on était avec des gens de la génération de Tessa, quoi, qui étaient extrêmement
moi, j'ai trouvé fantastique. C'est vraiment la France qui bouge, quoi. C'est des gens qui sont actifs, qui sont extrêmement déterminés à mener des projets. Très simples, pas de grosses têtes, les mains dans le cambouis, et les trois quarts faisaient du bio. Donc c'était vraiment un environnement extrêmement intéressant. Et c'était pas du tout l'expérience de ce que j'avais vu des villes, en fait. Donc je trouvais que c'était vraiment un environnement très porteur pour notre projet aussi. Ok. Et donc tu passes les problèmes administratifs, tu te formes et c'est parti, première vendange millésime 2024, c'est ça? Absolument, oui. C'était vraiment une très belle découverte aussi. Ouais, j'imagine. Enfin, c'est voilà, on fait les soutirages, etc. Donc on apprend, enfin, on est très sollicité, mais en même temps, voilà, on a des explosions d'arômes en soulevant en soulevant les couvercles, on casse les chapeaux. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Vraiment extraordinaire. Je confirme, pour l'avoir fait une année, en effet, ouais, c'est quelque chose, ouais, les vinifications. Ouais. Et derrière, donc, ce vin, il va falloir l'élever. Et là, je pense que tu as quand même une œnologue qui vient à ton aide. Oui, oui, non, Ouais. absolument. On est téméraire, mais pas totalement inconscient. Donc, notre grande chance, en fait, c'est justement quand je parlais d'un écosystème solide, c'est que très rapidement, on a pu s'entourer de gens formidables et qui correspondaient exactement à nos valeurs. Toute cette démarche, en fait, s'inscrit dans le bio, la biodynamie. Et donc, on a trouvé, en fait, un accompagnant sur la Viti auprès de la Chambre d'agriculture qui s'appelle Gauthier Forestier, fantastique. On a complété sa compétence par son pendant dans la biodynamie qui s'appelle Laurent Lasserre. Et donc un œnologue, Émilien Delalande, de nos conseils à Pauillac. Donc en fait, on avait vraiment un soutien très très solide. Donc nous, en gros, on a créé un peu le tutorat qu'il nous fallait pour pouvoir avancer. Des gens extrêmement disponibles. Les visites avec Gauthier et Laurent, par exemple, se font sur la base hebdomadaire, hein, donc on est vraiment très très accompagnés. Et en même temps, voilà, on amène par petites touches nos désirs, notre façon de faire, notre approche. Donc tout ça se cultive ensemble avec ces trois partenaires. Ok. Ce que j'ai trouvé assez drôle et je trouve qu'il illustre bien l'aspect un peu, on va dire, naïf, mais dans le sens du terme, de l'approche du métier. C'est que Candide, absolument candide, ouais. oui. Quand tu as Mon proposé à livre Emilien préféré. de pouvoir lui présenter des profils de vin qui te plaisaient et que Oui. tu aurais aimé reproduire. Oui. Enfin, je te laisse en Oui. parler, mais Oui. derrière, il y a peut-être des notions que tu n'avais pas perçues de suite, mais tous les Alors, profils ne sont pas réalisables forcément. en fait, quand on est arrivé, moi, donc, j'ai pas de formation du tout en œnologie, donc pour décrire le profil du vin qui me plaisait et pour le faire un peu rentrer dans notre univers, je me suis dit qu'une bonne façon était de procéder par analogie. Donc, je lui ai proposé de lui emmener quelques bouteilles qui peut-être parlaient des vins qui nous plaisaient, de notre univers, etc. Donc, très gentiment, Émilien nous a invités à une dégustation dans ce sens. Et en fait, le vin qui me plaisait énormément, et c'est toujours, c'est le vin qui s'appelle Equinox du château de Mourgue de Grès. C'est en fait une costière de Nîmes, Ah oui. dans le domaine des costières de Nîmes. Autre Et- univers, là, totalement. Oui. Absolument. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est vraiment le domaine qui nous a fait prendre la décision de nous lancer, dans la mesure où c'est un domaine fantastique exploité par Anne et François Collard, et qui sont très portés sur la biodynamie, le bio, avec des process très stricts, très rigoureux, vraiment du très beau travail. Et donc, c'est en les voyant travailler que j'avais eu ce coup de cœur pour le vin, en me disant, mais c'est comme le café, c'est comme ce que je faisais pour le café. Et donc, moi, j'arrive tranquillement avec ma bouteille de costière de Nîmes en expliquant à Émilien, tu vois, c'est ça que j'aime. Faudrait faire ça. Sauf que je lui emmène du Syrah, enfin, je lui emmène je lui emmène des cépages qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'il y avait ici. Ils sont Donc, à peine implantés ici parce que bon, enfin, ouais, le climat n'est pas adapté. C'est vrai qu'ils ne sont pas du tout dans nos cahiers des charges pour le coup. Ça, c'est vrai que la Syrah n'est pas absolument. un cépage de Bordeaux. Et puis en fait pour moi, et ça parle beaucoup de mon approche du vin, c'est que pour moi un vin c'est la joie, c'est en fait ce qu'il véhicule. Après ce qu'il y a derrière, bon on s'arrange quoi, on fait avec. Et donc je suis allée voir Émilien dans ce cadre-là et Émilien, enfin avec sa grande gentillesse, m'a expliqué qu'ici ça allait être un peu compliqué de de reproduire ce profil exactement, mais C'est vrai que c'est un cépage qui est très marqueur en plus dans les vins. Donc. absolument. Et ça montre bien, mais c'est toute cette découverte. Enfin, ça doit être à la fois incroyable et bon, j'imagine un peu inquiétant des fois sur certains aspects de tout redécouvrir, enfin de tout découvrir quoi. Ben, en fait, à partir du moment où on s'est mis dans l'esprit qu'on ne connaissait rien et qu'on doit tout apprendre, il n'y a aucun stress en fait. Ouais. Tout est possible et tout est ouvert. C'est une belle approche.
je voulais aborder avec toi un sujet évidemment qui nous tient à cœur en tant qu'AOC Médoc au Médoc. Oui. C'est cette découverte du monde de l'appellation d'origine contrôlée Oui. que tu as fait en même temps que la découverte du vignoble, puisque Absolument. le château de Cassana était un château qui produisait historiquement de l'AOC au Médoc. Oui. Et donc vous avez maintenu cette particularité. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu par quel biais tu as découvert l'AOC? Quels aspects tu en as trouvé? Alors moi, ce qui m'a plu en fait dans la démarche, c'était le fait d'avoir un cahier des charges et de me dire bon voilà, c'est une pratique qui a été optimisée de longue date, qui a fait ses preuves, donc c'est parfait pour mettre un cadre à l'activité et comprendre quelles sont les bonnes pratiques et quels sont les usages en fait à partager. Ouais. Donc au lieu de réinventer la roue ou de partir en fait sur des chemins un petit peu aventureux, bah, autant voilà suivre un petit peu ce qui a déjà été fait dans la continuité. Et puis moi ce que j'aimais aussi beaucoup c'est assez paradoxalement, c'est que pour moi, le Haut-Médoc, c'est une tradition. Donc, c'est rigolo pour moi de dire ça, qui ne suis absolument pas de la région. J'aime en fait cette contribution. Ça fait partie de notre culture française, en fait. Et j'aimais beaucoup cette façon de participer à notre culture partagée par le biais de cette approche. Un autre aspect de l'appellation, c'est ce qu'on a pu mettre en place depuis 2021, c'est-à-dire Médoc au Médoc, avec nos vagues, avec notre ton, notre façon de parler, ce genre de format que nous sommes en train de réaliser. Tout ça, tu as eu accès aussi rapidement, parce que tu es venu nous voir, on a pu te faire rencontrer Claude Klein, notre photographe. Ça s'est très bien passé. Hein, Oui, en fait, alors ça c'est par ce biais-là. Enfin, moi, je suis très pratico-pratique, hein, vraiment complètement les mains dans le cambouis avec Marc. Et quand vous nous avez proposé en fait d'avoir une session de photographie avec Claude, donc un photographe professionnel reconnu, etc., qui permettait en fait de mettre en valeur notre activité, très honnêtement, au début avec Marc, on s'est regardé en se disant ok, bon, il va venir, il va prendre peut-être notre portrait, puis voilà, voilà, pour avoir un peu le kaléidoscope de l'ODG, enfin le truc classique quoi. Puis on a une personne qui est venue, qui s'est hyper intéressée à ce qu'on faisait. Il est resté 1 heure, il est tombé en amour avec nos chats. Bon, on a été tellement étonnés de le voir s'impliquer. Et en fait, tout de suite d'absorber notre monde, notre univers, comprendre comment tout était organisé. La surprise totale en recevant les photos. Donc là, on s'est dit, mais waouh! Ça, c'est de l'art, quoi. C'est beau. Incroyablement bien. On s'est même pas reconnu sur les photos tellement on était mis en valeur. Et ce qui est rigolo, c'est que cette séance photo, pour nous, ça a été un déclencheur. On s'est dit, bah tiens, finalement, l'ODG, ouais, ça, pour moi, c'était un truc administratif. On a fait l'audit, pam, 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 on a fait les papiers, très bien. Et puis là, tout d'un coup, on a ce service qui est proposé. On nous tend la main, bah, pourquoi la refuser? Donc, on a effectivement profité de ce service qui nous a beaucoup aidés. Parce que mine de rien, bah, on n'a pas le temps de prendre des photos, tout ce qui était réseaux sociaux et tout ça, on n'avait pas tellement, enfin, franchement, c'était pas tellement notre tasse de thé ou notre verre de vin. Et finalement, bah, de fil en aiguille, ça motive en se disant, bah, tiens, maintenant on a des photos, on n'a plus d'excuses pour ne pas un petit peu se présenter, etc. Et de fil en aiguille, bah, en passant à l'office, on s'est rendu compte qu'il y avait des posters. Ah bah tiens, vous pouvez les récupérer gratuitement si vous faites des salons. Ah oui, et tout, et des verres, et des trucs, et des machins. Puis le van, et c'est marrant parce qu'on est vraiment rentré par la petite porte. Et nous, ce qu'on attendait, c'est en fait un support marketing, c'est précieux. Ça prend du temps, ça coûte cher. Non, c'est certainement pas le moment pour nous de consacrer du temps dessus. Donc c'était un très bon support et puis en fait ça a totalement suivi l'évolution de notre activité parce que quand on est allé un peu plus sur le côté commerce, faire des salons, etc. Ben voilà, apprendre qu'on pouvait avoir à disposition des verres, etc. C'était très bénéfique pour nous. Voilà, notre objectif de tout ça, c'est aussi d'apporter, soit pour les nouveaux comme toi qui arrivent et qui s'installent, soit pour des vignerons qui ont besoin de se réinventer, qui connaissent hyper bien leur métier à la vigne au chai, mais qui sur les aspects marketing commerciaux sont un peu dépassés. Voilà, c'est vraiment de leur donner ces outils, de les accompagner pour pas qu'ils se sentent perdus et pour professionnaliser un petit peu l'offre Médoc au Médoc sur ces aspects-là un peu marketing. Voilà, c'est l'idée de tout ce qu'on a mis en place au sein du service. Écoute, Virginie, merci beaucoup pour ce bel échange. Je te propose de passer maintenant à la rubrique de Tessa, enquête de potin. Oh la balance. Chut. Bon alors Virginie, on sait que tu as eu plusieurs vies, dont une au Vietnam, Oui. et il paraît que tu as plein d'histoires à ce sujet, notamment avec des animaux. Est-ce que si je te parle d'un chat voleur de slip, ça te parle? Oh non. Aïe. Oui, en fait, au Vietnam, les maisons sont contiguës.
Et donc, on vit constamment en mode ouvert, hein. Toutes les fenêtres, etc., sont ouvertes. Et, et j'avais deux petits chats et un qui prenait un malin plaisir, en fait, à aller sur la terrasse du voisin. Et donc, souvent, le matin, je me réveillais et au pied de mon lit, je voyais... donc, la première fois, je vois un caleçon. Je me demande, enfin, je me suis dit, mais d'où ça sort? Et en fait, c'est mon chat qui allait, c'est mon chat qui allait chercher sur la ligne de linge. En fait, le linge était suspendu à côté. Il allait chercher le caleçon pour le ramener chez moi. Et puis, bon, premier embarras, c'est de me dire, mais d'où ça sort ce machin? Et le deuxième embarras, c'est, ah ben, comment je vais le rendre? Ouais, c'est un petit moment sympa. Et j'ai avoué que j'ai pas trouvé la bonne solution et je me voyais pas sonner chez le voisin en lui disant, monsieur, j'ai votre caleçon. Donc, j'ai laissé là l'histoire. J'ai lâché. Bon, d'accord. Après le chat, parlons cochon. J'ai entendu dire que cette petite mascotte de ta coopérative n'était pas une grande fan du football. Qu'il a été un peu Oui, c'est piqué. génial. Ça fait partie c'est des très bons souvenirs du Vietnam. Bravo d'avoir déniché ça. Bravo, c'est pointu. Alors en fait, au Vietnam, je faisais beaucoup d'expériences RSE, hein. C'était un vrai laboratoire pour moi parce que l'idée en fait d'utiliser toutes les facilités du village pour entre guillemets optimiser le niveau de vie. Alors, il y avait deux histoires avec le cochon, mais celle dont fait référence en fait Tessa, c'est que on avait en fait trouvé, en fait, à partir de matériaux complètement biologiques, une substance à mettre sur la lisière en fait, en fait sur le sol des enclos, qui permettait en fait de transformer tout de suite au niveau, grâce à des bactéries, on transformait tout de suite en fait tous les déchets, toutes les bactéries toxiques en litière propre. Mais vraiment propre. Et donc moi j'avais mis ça en place parce que c'est quand même, ça paraît quand même un peu, enfin on part de loin, hein, comme vous connaissez un petit peu les environnements de cochons, c'est quand même très sale, boueux, etc. Et au Vietnam il y a beaucoup de boue, c'est très très mouillé. Et donc moi j'avais expérimenté ça un petit peu en mode bon voyons voir, mais je demande à voir. Et puis je le mets en place dans un village et je reviens un mois après. Et puis il y a le chef du village qui me dit, oh, tu sais, on a beaucoup de problèmes maintenant avec l'endroit où tu as travaillé pour le cochon. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait encore? Tous les cochons sont malades? Non, non, pas du tout. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, bah, les cochons, en fait, ils crient tout le temps. Ah bon, bah, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, parce qu'en fait, comme c'est un environnement qui est enclos, ben, les petits-enfants ont vu que c'est un environnement qui était très propre. Donc, ils ont commencé à utiliser l'enclos du cochon comme terrain de foot. Et donc, ils n'arrêtaient pas de tirer avec leurs balles sur le cochon. Donc, le cochon couinait. Et donc, pour le village, c'était un problème. Pas de foot pour le cochon. Bon. Ok, donc on a fait le chat. On a fait le cochon. La suite logique, ça va être quoi? Les dinosaures, bien sûr. J'ai personnellement été assez scotchée d'apprendre que tu détenais dans ton jardin des fossiles et pas n'importe lesquels. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui. Mon père, en fait, quand il était diplomate, en fait, on habitait en Éthiopie. Et son passe-temps, c'était d'aller dans la vallée de la Shawa. En fait, c'est là où on a trouvé le squelette de Lucie, par exemple, hein. Donc, il allait très fréquemment, il nous emmenait en fait en petit week-end familial. Au lieu d'aller à la Cano, bah, nous, on allait à la vallée de la Shawa. Et en fait, c'était impressionnant parce que les bergers en fait déterraient à fleur de sol des restes de dinosaures, des squelettes, etc. Et puis mon père venant très régulièrement, bah, l'amitié c'était bah, tiens regarde, je t'ai trouvé un petit bout d'os et hop on filait, je sais pas ce que c'était, des malléoles, des vertèbres de dinosaures. Et bah, mon père était très content, il trouvait ça très joli. Et donc bah, on a trimballé ça toute notre vie familiale, on a trimballé des autres dinosaures de machin. Complètement fou. Voilà, et mon père me les a très gentiment donnés. Donc, bon, c'est cool, mais ça prend un peu de place. Et puis en fait aussi, il y a la dimension en fait que c'est des eaux qui sont un peu radioactives, c'est des zones qui sont radioactives. Donc en fait, j'ai été très contente de les recevoir, mais je les ai mis vraiment dans mon jardin pour être sûre de rien avoir à la maison. Ok. Voilà. Je trouve ça énorme. Je vais finir avec une petite dernière question. Et Oui. je voudrais parler un peu de connexion. Après Oui. tout, Free, ça doit te connaître un petit peu. Ou plutôt son fondateur, si je ne me trompe pas. Oui. À ton avis, est-ce qu'on peut qualifier Xavier Niel de Cupidon milliardaire? Cupidon, c'est joli comme nom. J'aime bien, voilà c'est très joli en tout cas. Parce que Je si j'ai pense bien que ça... compris, c'est son incubateur qui vous a permis de vous rencontrer avec Marc. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les hasards de la vie qui sont assez rigolos. C'est que on était tous les deux en fait à la station F et donc il y a des grandes, c'est un open space avec des immenses tables. Et j'ai travaillé pendant un an
en fait, Marc était à l'autre bout d'une table et moi de l'autre. J'ai travaillé pendant 1 an à côté de Marc sans le connaître, mais vraiment. Et c'est juste en décembre 2019, juste avant le Covid en fait, que tout d'un coup, mes yeux se sont ouverts et j'ai rencontré Marc. Et là, bah, effectivement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est mariés. C'est mignon comme tout. Voilà. C'est bien pour finir, ouais, je trouve. Merci beaucoup. Ça, Merci à vous. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Virginie, on va aborder la rubrique En vrac, qui aborde tout en douceur des questions qui n'ont aucun lien entre elles. Bon, je suis prête. Alors je parle doucement comme ça parce qu'on est en train d'écouter une belle musique et j'aimerais que tu nous expliques d'où elle vient. Alors, en fait, vous êtes en train d'entendre le chant de la plante. D'accord. Voilà, tout simplement. C'est un appareil qui mesure les courants de surface électriques qui en fait circulent. Le vivant, c'est ça, c'est du courant électrique puisque c'est de l'information qui doit être transmise. Et en fait, l'idée là, c'est de capturer les courants de surface qui parcourent ces feuilles. Donc on a une prise en terre ici et une pince qui prend le courant électrique sur la feuille. Et le différentiel en fait est transformé de façon à rentrer dans une gamme de sons audibles pour l'oreille humaine. D'accord. Voilà, et l'amplificateur fait ce travail. Donc écoutons la plante nous parler. Elle a chaud le pomme en plus. Oui, C'est incroyable. Et donc c'est sur cette base un petit peu que donc l'expérimentation dont on parlait tout à l'heure, voilà. de prendre un vignoble pour pouvoir développer derrière, c'est un peu le système inverse, c'est ça, c'est d'envoyer de l'information audio à la plante, si j'ai bien compris. Voilà. Dis-moi si j'ai bien compris. Non, Ça, en fait, oui. c'est tout à fait ça. Pour nous, c'est tout un nouveau champ qui s'ouvre dans la relation avec le vivant et le végétal en particulier. C'est lié notamment à des recherches de Joël Steinheimer, un Français qui est malheureusement décédé récemment et qui est en fait un chercheur en physique quantique. Et ce monsieur, il a identifié le fait qu'à chaque création de protéines, il y avait émission d'une vibration. Donc son travail a consisté à pouvoir en fait traduire cette vibration ou transposer cette vibration dans une zone audible pour l'oreille, de façon à pouvoir en fait avoir des notes. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la création d'une protéine tout d'un coup se transforme dans le monde audio par une succession de notes. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on vit là, en fait. C'est dans ce sens-là. Oui, alors là, en fait, on est dans le mode réceptif. C'est la plante qui chante. Et nous qui entendons ces émissions. Ouais. Donc, c'est en fait, c'est comme si on avait donné la parole à la plante. Maintenant, la découverte en fait de Joël Steinheimer, elle a ouvert tout un pan extraordinaire en fait dans l'agriculture, parce que lui, en fait, en faisant ce séquençage, vous savez que les protéines, en fait, c'est la base du vivant. Ce sont les briques élémentaires du vivant. Donc lui, en fait, avec une protéine, pardon, on peut en augmentant en fait la sécrétion ou en inhibant la construction d'une protéine, on peut soit augmenter la croissance, soit en fait augmenter l'immunité. Enfin, voilà. Travailler sur les différents compartiments du vivant. Donc là, c'est le son qui viendrait dire à la plante il faut faire un peu plus de cette protéine ou un peu moins de celle-ci. Exactement, c'est absolument ça. C'est-à-dire que lui, en fait, va aller dans le chemin. Il a fait un référencement de tous les séquençages d'informations, de protéines qu'il a pu identifier. Il les a en fait croisées avec les protéines qui sont en lien avec les maladies, le mildiou, l'escar, etc. Et partant de là, en fait, vous avez cette possibilité de revenir à la plante en lui donnant de l'information, mais simplement en utilisant le médium de l'audio au lieu d'utiliser le médium de la matière, en fait. D'accord. Ouais, donc avec tout ce chamboulement, toute cette installation, vous n'avez pas encore mis en place tout ça, mais donc on suivra attentivement quand vous aurez lancé tout ça, parce que c'est vrai que c'est des sujets hyper intéressants. Oui, c'est en fait c'est très inspirant parce que pour nous ça a été vraiment décisif dans notre choix de ce projet, parce que par exemple il y avait quelques semaines en fait la Chambre d'agriculture a fait le lancement de la campagne Mildiou et en fait la conclusion de tout ça c'était quelque part de dire tout ce qui est lié au conventionnel, à la culture conventionnelle, en fait, se restreint ou se limite à quelques molécules encore actives dans certaines conditions, mais qui affrontent de plus en plus de résistance. Donc, quelque part, utilisez-les avec énormément de précaution et modération, parce qu'après, il n'y aura plus d'arsenal pour pouvoir faire face. Il n'y a que le bio
avec le cuivre, sa bouillie bordelaise, etc., qui lui reste constant dans le temps en termes d'outils toujours performants par rapport à la gestion du mildiou. Et là, en fait, avec ces techniques-là, on rentre dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire que en fait, c'est les bases de la physique quantique, c'est-à-dire qu'il y a soit la partie matière, soit la partie vibration. On regarde en fait sous un angle ou un autre, en fait, le même phénomène. Et donc, toute la partie matière, on l'a explorée, travaillée, triturée depuis des siècles, mais la partie vibration, elle commence à émerger. Et grâce aux travaux de Joel Steinheimer, justement, on a tout d'un coup des outils ou des palettes de possibles qui sont envisageables grâce à cette technologie. C'est incroyable de voir toutes ces expérimentations, ces innovations. Enfin, je sais qu'il y a des algues en ce moment là qui sont testées aussi par rapport au mildiou. Donc l'audio. Enfin, ouais, il me tarde de voir comment ça va évoluer parce que c'est vrai que ça serait un vrai plus pour la vigne, pour les vignerons, parce que le mildiou c'est quand même notre némésis un petit peu, notamment ici avec l'aspect, on dit qu'on manque pas d'eau, mais du coup c'est un peu la contrepartie. Donc je suis très content de voir l'évolution de tout ça. En tout cas, merci d'initier ce genre de choses. C'est très intéressant. En tout cas, on y participe avec beaucoup d'intérêt, dans la mesure où en plus l'impact est complètement différent, comme tu peux l'imaginer en fait sur l'environnement. On n'est plus dans des phénomènes de saturation, voilà, on retrouve l'intelligence de la nature de façon, ce sont des méthodes douces en fait, tout en portant vraiment des sujets importants en fait pour tout le monde. Tu peux nous parler de café maintenant? Le café, oui, c'est mon autre passion, bien sûr. Peut-être essayer de nous faire du lien ou au contraire des différences entre le monde du vin et le monde du café, peut-être ça peut être intéressant. Oui, bien sûr. Alors, le lien, c'est le travail. Pour moi, dans ma vision des choses, le lien, c'est le travail. C'est-à-dire que moi, j'étais au Vietnam, donc un pays largement ignoré en matière de café. Pourtant, je tiens à le préciser, deuxième exportateur mondial après le Brésil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux grandes familles de café. Il y a l'Arabica et le Robusta. Ils sont cultivés un petit peu pareil, mais il y a des saisonnalités un petit peu différentes, etc. Et donc, en fait, le Vietnam a toujours été spécialisé sur le Robusta. Toujours. Les Français avaient commencé à faire de la plantation. Et puis, petit à petit, puis c'était parti en déshérence. Et puis, en fait, dans les années 80, le FMI a demandé en fait, au Vietnam à se spécialiser sur une culture de façon à pouvoir développer des revenus. Donc, le café au Vietnam a pris énormément d'ampleur et moi, en fait, je suis arrivée dans ce contexte-là et en me disant, tiens, ça serait intéressant de développer un café de niche qui ait un fort impact social et qui puisse en fait permettre d'avoir des ressources importantes, de proposer des ressources importantes en fait à ces cultivateurs grâce à sa qualité. Et donc, en fait, l'écho par rapport au vin, c'est le même, c'est-à-dire qu'on parle de niche, on parle de travail d'exception, on parle beaucoup d'engagement. Et surtout, à la fin, un produit qui a plein de facettes en termes aromatiques, vraiment des produits qui sont extrêmement, j'allais dire essentiels, mais c'est un petit peu exagéré sans doute pour certains, mais pour moi, ça l'est. C'est des piliers de la culture, c'est des piliers du goût. Qui ont plein de facettes différentes en fait. Donc de ce point de vue-là, le café et le vin se parlent beaucoup. Oui, parce que tu dis, il y a des produits de niche, tout ça, mais que ce soit pour le vin ou pour le café, il y a le très industriel qui existe, et puis comme tu dis, il y a le vin artisanal, le café artisanal de niche. Exactement, il y a la possibilité de toutes ces cultivations en même temps, et sachant que, j'insiste, en fait, tout le monde, toutes les personnes qui boivent du café ont forcément au moins une fois bu du café vietnamien, mais simplement ils ne le savaient pas, parce que c'était un peu la note de fond qui sert en fait de base, sur laquelle en fait les fabricants vont rajouter des notes un peu plus sophistiquées, un peu plus aromatiques, pour pouvoir avoir un café de plus ou moins bonne qualité. Donc, parce que le vin, c'est quand même hyper installé depuis très longtemps, il y a toute une culture autour de ce vin, et sur la France, tu me disais que le café, ça a mis longtemps quand même à démarrer cette notion de justement d'aller vers des cafés de niche un peu particuliers, de vraiment identifier les saveurs, les provenances. Oui, en fait, pour moi, le parallèle est extrêmement intéressant. C'est vraiment des cousins. C'est-à-dire qu'en effet, sur le vin, on est sur des marchés de maturité qui ont une longue expérience, etc. Et le café, en réalité, c'est relativement récent. C'est-à-dire qu'il y a eu deux grandes révolutions dans le café qui sont extrêmement récentes. C'est Starbucks. Elles ont été initiées par Starbucks et Nespresso.
Starbucks, pourquoi, enfin pardon, Nespresso d'abord, parce qu'en fait, tout d'un coup, ils ont expliqué aux gens qu'il y avait différentes sortes de café. Il n'y avait pas que le café le matin à la maison, etc. Il y avait différents cépages, entre guillemets, il y avait différentes origines. Donc tout d'un coup, il y a un univers énorme qui s'est ouvert. Et puis la deuxième révolution, ça a été en fait Starbucks qui a dit oui, mais ce café, moi, je peux encore plus le décliner par plein de produits dérivés, entre guillemets. Et puis surtout, vous pouvez venir le boire chez moi, dans un endroit convivial. Donc vous n'avez plus besoin de le consommer à la maison, la tête dans le guidon, au réveil pour avoir un coup de fouet. Vous pouvez avoir un produit un peu plus raffiné, sophistiqué. Tout d'un coup, on s'est retrouvé avec, en effet, une espèce un éventail de café, très proche en fait de ce qu'on connaît dans le vin, par rapport à une typicité, etc., tout en ayant encore dans le café vraiment les inconvénients, entre guillemets, de la jeunesse de ce mouvement. Parce que le café, initialement, a été en fait poussé, ça a été un produit qui a été poussé par les grandes maisons, qui, elles, n'ont jamais cherché la qualité. Donc, elles ont éduqué, évangélisé sur un produit que les Français ne connaissent pas. Demandez à la plupart des gens à quoi ressemble un plant de café, ils n'ont aucune idée, en fait. Et donc après, se créer des critères, se créer des référentiels pour se dire, tiens, ce café, il est bon, il n'est pas bon. Finalement, on a été très vite à absorber, ou en tout cas, on a été très vite à assimiler les critères qui étaient proposés par les producteurs. Et donc, voilà, donc le café, en fait... En gros, le café, pour le masquer, quand il n'a pas de qualité, ben, on le brûle, on le cuit énormément. Et donc, était un temps, j'espère que ça change, où un bon café, c'était un café charbonneux, c'était un café de cow-boy, quoi. C'était le truc, boum, on le boit et on a les cheveux hérissés tellement on se prend un shoot de caféine et de feu dans la bouche. Or, en fait, c'est tout le contraire du bon café. Le bon café, c'est un café qui est fin, qui est aromatique, qui a plein de saveurs et qui est très, très légèrement torréfié et qui est surtout très frais. D'accord, c'est intéressant dans le sens en plus où il faut déconstruire un peu toutes les habitudes qu'on a pu avoir. Oui. Et pour proposer une nouvelle image, c'est un peu ce qu'on vit, nous, là, avec les appellations, de se dire, les gens sont restés sur des stéréotypes un peu vieillissantes, tout ça, alors qu'on s'aperçoit que sur le territoire, il y a plein de choses qui se passent, c'est vrai, c'est exactement ça. Il y a plein de gamme de vins hyper modernes, entre guillemets, qui sortent, et il faut justement arriver à le montrer, à casser un peu l'image vieillissante et montrer la réalité de ce qui se passe. Je retrouve un peu cette démarche qu'on est en train de mener depuis quelques temps. Ouais. Complètement, il y a vraiment une similitude, un chemin très parallèle entre les deux, vraiment. D'habitude, la petite tradition, c'est de demander un mot médocain. Mais alors, tu viens d'arriver, je ne vais pas te demander ça. Je me dis, ça peut être intéressant, par ton parcours et ce pays qui t'a beaucoup marqué, de nous donner un mot vietnamien, pour Absolument. une fois. Qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre comme mot vietnamien? Alors, le Médoc, c'est une terre d'eau. Hein, dans la cartographie vietnamienne, il y a le feu, la terre, l'eau et l'air. Et pour moi, le Médoc, c'est une terre d'eau. Donc, le mot liquide, eau, en vietnamien, c'est nuc. Nuc. Oui. Ah, bravo. Très bien. Et en fait, ce qui est rigolo, et c'est d'autant plus rigolo, enfin, j'aime bien ce mot-là, parce qu'il est extrêmement utile quand on voyage au Vietnam notamment, parce qu'en fait, le vietnamien est une langue contextuelle. C'est-à-dire que là, je parle de nuc, ben, j'ai un verre d'eau, donc on va parler de celui-là. Mais je pourrais très bien, en fait, parler du vin. Ça serait tout à fait compréhensible pour quelqu'un qui est en discussion avec moi. Tout d'un coup, je lui parle de nuc, j'ai une bouteille de vin à côté. Ah oui. Au sens liquide, du coup, c'est ça? Oui, c'est la notion, mais le nuc, ça peut être aussi l'essence, quand on va à la station essence. D'accord. Ou voilà, c'est un peu ça le vietnamien, c'est ça une langue contextuelle. Ah oui, ça va être intéressant Enfin, ça doit être perturbant, mais à la fois intéressant intellectuellement de remettre tout dans son contexte. Ouais. Okay. Absolument. Très bien, mais écoute, merci beaucoup Virginie. Merci. On passe à la dernière rubrique qui est importante, c'est la dégustation de Tessa. Ah. Et donc pour expliquer, donc, vous avez repris le château avec Marc, oui. Et donc il y avait du stock déjà existant, oui. Et que tu commercialises maintenant et que tu mets en valeur parce que, tu vas nous en parler, mais que tu l'apprécies réellement, ça a fait aussi partie de tes choix. Alors nous, c'était la configuration, la configuration en fait de la maison, des vignes et du chai, comme j'expliquais. Et évidemment, numéro 1, avant tout, la qualité du vin et surtout, est-ce que ce vin, il nous plaisait ou il ne nous plaisait pas. Et c'est vrai que dès qu'on l'a bu, on a eu le coup de foudre. Eh bien, Tessa va nous donner son avis et puis va nous décrire tout ça. Très bien. Tessa, c'est à toi. Stop goûte en place, je suis prête à en découdre. C'est parti pour une nouvelle dégustation. Je vais encore devoir me creuser les méninges pour livrer mes conclusions. Je revais ma casquette de chercheuse et vous invite à me suivre dans mon laboratoire du vin afin de vous faire la démonstration de tous mes apprentissages. Sans plus attendre, lançons l'expérience.
Aujourd'hui, mon cobaye sera une bouteille de Château de Cassana 2022 avec une étiquette noire et dorée sur laquelle apparaissent un oiseau et un puits. Je dois dire que je comprends bien pourquoi on retrouve un oiseau, leur chant est quand même assez omniprésent dans le domaine. Commençons la phase d'observation. Une fois rempli mon éprouvette, qui ressemble vaguement à un verre maintenant qu'on en parle, je peux admirer un vin d'une couleur rouge cerise au reflet violacé. Une jolie couleur qui m'encourage à passer à l'étape suivante. C'est parti pour le nez. Et là, je dois avouer qu'il va me falloir plusieurs essais pour réussir à mettre les mots sur ce que je sens. J'ai l'impression de retrouver des notes discrètes de poivre et de vanille, un peu d'alcool. La cerise me revient également à l'esprit, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose, comme un parfum légèrement herbacé. Je crois que cette petite fraîcheur, je l'apparente à une sorte d'eucalyptus, mais peut-être que je perds complètement la boule. Allez, je vais mettre les bouchées doubles sur l'analyse du goût. En bouche, ce que je retiens, sans vouloir ramener un peu trop ma science, c'est déjà un côté suave, grâce à un peu de sucrosité et un petit côté toasté. J'ai la sensation que l'acidité est peu présente, les tanins quant à eux sont bien ronds je crois, et apportent un peu de structure. Dès la première gorgée, on ressent la petite chaleur caractéristique de l'alcool en fin de bouche et on profite d'une longueur qui me plaît personnellement beaucoup. Mais là encore, je sens qu'il me manque un élément. Continuons les recherches. Qu'est-ce que ça peut bien être ? On dirait que j'utilise toujours les mêmes mots façon Groot dans les Gardiens de la Galaxie, mais je vous jure que j'essaye de mettre le doigt dessus. Après avoir exploré plusieurs hypothèses, je crois que le mot que je cherche, c'est minéralité. Oui, je crois que c'est ça. Est-ce donc là l'expression des croupes des graves ? Ce sera le sujet peut-être d'une prochaine expérimentation. Alors Virginie, est-ce que mes résultats te semblent bien refléter l'ADN de ton vin, ou me suis-je perdue en conjecture ? En tout cas, merci beaucoup pour cette dégustation. Ah, avec plaisir. Écoute, j'aime beaucoup aimer ce que j'ai entendu. Merci. Et l'essentiel, c'est que elle te parle à toi, en fait. Pas tant à moi, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Il est prévu de garder un peu les mêmes profils de vin ou tu penses évoluer vers d'autres voies pour l'avenir? Alors nous, on a commencé en fait à faire la conversion en bio et en biodynamie. D'accord. Donc normalement, en termes de fruits, on devrait pouvoir sortir un petit peu plus d'arômes et de saveurs fruits. Donc ça, c'est un premier axe pour nous de travail, entre guillemets. Et puis, par ailleurs, en termes de chais, on est fan des jarres. Ah oui. Donc on a... C'est une enforcence, nous a appris Sabine dans le premier podcast. Tu vois, j'ai pas appris ma leçon. Mais je t'ai dit, hein, je me cache pas, je suis débutante. Et donc, nous, on a beaucoup aimé les vins qu'on a goûtés, qui ont vécu cet élevage-là. Et on aimerait pouvoir l'introduire petit à petit. Et puis, encore plus loin, et voilà, parce que là, on est sur du temps long. L'idée, ça serait de pouvoir être plus fin en termes de parcellaire et de pouvoir petit à petit distinguer les différents îlots parcellaires que nous avons. D'accord, donc vous avez 2 hectares, donc trois îlots naturels, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc à l'intérieur de ces îlots, ça serait d'aller encore plus loin pour identifier Oui, des... voilà, oui. Mettre en avant des petites caractéristiques, des singularités. Mais sacré programme, c'est bien ça. Ah, mais... d'avoir une voie tracée déjà. Très bien. Justement, sur les croupes de graves, est-ce que du coup tu as cette sensation que ce terroir-là, il apporte quelque chose? Peut-être qu'il y a des nutriments particuliers qui sont absorbés par la vigne, je sais pas, c'est une question que je me posais justement. Moi, en fait, la question du sol, c'est intéressant que tu soulèves ce point parce qu'avec Marc, on est à fond sur la partie végétale, évidemment, mais le sol, pour nous, c'est des vraies questions parce que les machines, les produits qu'il y a pu avoir à l'époque, etc., ils ont énormément sollicité ce sol. Et pourtant, je le vois encore bien vivant, fort. Et en fait, je me dis, mais finalement, c'est un peu le problème des enfants gâtés. C'est que moi, j'ai travaillé, j'étais dans de la latérite. Donc, c'est une terre qui s'effrite comme ça, enfin bon, bref, catastrophique. Et ici, je prends la terre, elle est belle, elle est riche. Avec les graves et tout, c'est magnifique en fait. Donc, je me dis, mais en fait, les gens ici, ils ont toujours eu l'habitude du sol, donc c'est un peu un acquis, quoi. C'est comme ça, c'est le terroir, c'est bien. Mais pour moi qui viens, et avec mon regard, et puis Marc aussi avec son goût, on se dit, mais il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher davantage. Ça serait intéressant d'essayer de rendre ce sol plus vivant, voir qu'est-ce qui pourrait nous confier encore davantage en fait. Et je pense réellement qu'il y a un super potentiel, vraiment. Et qu'il est très sous-estimé parce que, voilà, le sol, bah voilà, c'est un acquis. On a un super sol, bon, voilà, c'est cool. C'est comme l'eau. C'est un acquis. Non, mais c'est vrai, c'est un levier tellement intéressant. Voilà, ça fait partie de nos éléments de curiosité. Très bien. Merci beaucoup, Tessa. Merci à toi.
On est content de voir, donc il y a tout plein de choses en préparation, d'innovation, d'expérimentation, de développement qui se préparent. On va suivre ça avec beaucoup d'attention au niveau de l'AOC et puis essayer de vous accompagner au mieux, bien sûr. Avec plaisir. Virginie, est-ce que tu peux nous dire où les gens peuvent trouver ton vin? Alors, en fait, le commerce, c'est vraiment pas notre point fort pour l'instant parce qu'on a été tellement croqué par le rythme de la vigne qu'on a très peu travaillé cet aspect des choses. À ce jour, en fait, notre vin, il est disponible dans notre chez où on le propose en fait par correspondance parce que pour nous, en fait, nos clients privilégiés, ce sont soit les CHR ou les particuliers. Donc, on l'envoie volontiers par expédition. Donc, il suffit de nous contacter sur tous les médias sociaux, Facebook, Instagram ou notre site internet. Châteaudecassana.com. Voilà. Okay. Et Instagram, Château de Cassana. Absolument, on n'a pas été très originaux. 2 S, un seul N. Voilà. Absolument, et la même chose sur Facebook. Très bien. Non, mais il faut être efficace aussi. Voilà. Bon, écoute, j'espère que cet échange t'aura plu. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis, on va se donner rendez-vous pour un nouvel épisode bientôt. Et merci encore de cet épisode un peu particulier, mais qui était vraiment très, très intéressant. Merci à vous. Merci. À bientôt dans le Médoc. Avec plaisir. À bientôt. Des trésors uniques au monde, un art de vivre à la française. On est tous d'accord pour dire qu'il faut boire avec modération. La culture et l'histoire, elles, vous pouvez vous en régaler tant que vous voulez. Un grand moment de partage. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vide. Parler du vin qu'on brasse et des vins qu'on boit.